Il y a ce moment étrange où tu te réveilles un matin et quelque chose a changé sans que tu puisses mettre le doigt dessus. Tu regardes ton téléphone, tu scrolles, tu lis les messages, tu vois les photos et il n'y a rien. Pas de tristesse, pas de colère, juste une absence. Comme si quelqu'un avait baissé le volume de tout ce qui te faisait vibrer hier encore. Les choses qui te passionnaient, les gens que tu aimais, les projets qui te donnaient envie de te lever, tout ça continue d'exister. Mais c'est comme si tu les regardais à travers une vitre épaisse. Tu es là, physiquement présent, tu réponds, tu souris peut-être, mais à l'intérieur il y a ce silence nouveau, ce calme qui ressemble dangereusement à du vide. Et ce qui est le plus déstabilisant, c'est que personne ne semble le remarquer. La vie continue autour de toi avec la même intensité, les mêmes rires, les mêmes drames, mais toi, tu es devenu spectateur de quelque chose qui ne te touche plus vraiment. Tu te demandes si c'est toi qui as changé ou si c'est le monde qui s'est révélé pour ce qu'il est vraiment. Au début, tu essayes de te convaincre que c'est temporaire, que c'est la fatigue, le stress, peut-être un coup de blues qui passera avec le week-end. Tu te forces à sortir, à voir des amis, à faire les choses qui avant te remplissaient de joie. Mais rien ne prend. Les conversations te semblent creuses, répétitives, comme des scripts qu'on rejoue en boucle sans jamais vraiment se dire quelque chose. Les gens parlent de leurs problèmes, de leurs réussites, de leurs plans, et tu acquiesces. Tu poses les bonnes questions, mais quelque part en toi une voix te dit que tout ça est un jeu auquel tu ne crois plus. Et là, c'est le début de la peur. Parce que tu commences à te demander si tu n'es pas en train de sombrer dans quelque chose de grave. Est-ce que je suis déprimé? Est-ce que je suis devenu cynique, arrogant? Est-ce que j'ai perdu ma capacité à ressentir? Tu te dis que peut-être tu es cassé, que quelque chose en toi s'est éteint, que tu es en train de devenir froid, détaché, égoïste. Tu regardes les autres vivre leurs émotions avec intensité et tu te sens coupable de ne plus pouvoir les rejoindre dans cette danse. Tu te demandes si tu as perdu ton humanité, si tu es en train de devenir quelqu'un d'insensible, quelqu'un qui ne mérite plus l'amour ou la connexion parce qu'il n'est plus capable de les ressentir pleinement. La culpabilité devient écrasante. Tu te juges sans pitié. Tu te dis que tu devrais être reconnaissant, que tu as tout pour être heureux, que d'autres vivent des choses bien pires et arrivent quand même à garder leur joie de vivre. Tu te traites de tous les noms, tu essaies de te secouer, de retrouver cette étincelle. Mais plus tu forces, plus le vide s'installe. Et puis il y a cette terreur sourde que peut-être c'est permanent, que peut-être tu ne reviendras jamais à ce que tu étais avant, que cette version de toi qui savait s'enthousiasmer, qui savait aimer sans retenue, qui savait trouver du sens dans les petites choses, est morte et ne reviendra plus. Tu te sens seul, profondément seul. Pas parce que tu es physiquement isolé, mais parce que personne ne semble comprendre ce qui se passe en toi. Comment expliquer à quelqu'un que tu te sens vide sans raison apparente? Comment dire que tu n'arrives plus à te connecter sans passer pour quelqu'un de froid ou de dépressif? Alors tu gardes le silence, tu continues à jouer ton rôle, et à l'intérieur tu te demandes si tu ne seras jamais plus capable de ressentir quoi que ce soit de vrai. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais. Ce que tu vis n'est pas un effondrement, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une dépression classique, ce n'est pas un signe que tu es cassé ou défaillant, c'est le contraire. C'est le signe que quelque chose en toi est en train de mûrir, de se transformer, de passer à un niveau de conscience différent. Ce que tu interprètes comme du vide est en réalité un nettoyage. Pendant des années, tu as fonctionné sur un mode automatique. Tu as construit ton identité, tes désirs, tes attachements, sur des bases qui te semblaient solides, parce que tout le monde autour de toi fonctionnait de la même manière. Tu as appris à vouloir ce qu'il fallait vouloir, à aimer ce qu'il fallait aimer, à te passionner pour ce qui était socialement valorisé. Et pendant longtemps, ça marchait. Tu y croyais vraiment. Mais maintenant, quelque chose en toi a commencé à voir à travers cette illusion. Pas de manière intellectuelle, pas parce que tu as lu un livre ou écouté un podcast, mais de manière viscérale, corporelle. Ton système nerveux lui-même a compris que tu as vécu dans une sorte de simulation et il refuse désormais de continuer à jouer le jeu. C'est comme si tu avais passé toute ta vie dans une salle de cinéma, complètement absorbé par le film, riant et pleurant avec les personnages, te perdant dans l'histoire, et soudain, pour une raison inexplicable, ton regard se détourne de l'écran et tu vois la salle. Tu vois les sièges, tu vois les autres spectateurs, tu vois la lumière du projecteur, et tu te rends compte que tu regardais des images projetées sur un mur blanc. Ça ne rend pas le film mauvais. Ça ne veut pas dire que tes émotions précédentes étaient fausses,
mais tu ne peux plus te perdre dedans de la même manière. Tu es devenu conscient du mécanisme. Et cette conscience crée une distance qui ressemble à de l'indifférence, mais qui est en réalité de la lucidité. Tu n'es plus capable de t'investir émotionnellement dans les drames que tu vivais avant, parce que tu vois maintenant leur nature construite, leur aspect répétitif, leur vacuité fondamentale. Les conversations superficielles, les conflits égotiques, les désirs conditionnés, les peurs sociales, tout ça te semble transparent maintenant, et c'est exactement pour ça que ça ne te nourrit plus. Imagine que tu as passé des années à être accro au sucre, à manger des bonbons, des gâteaux, des sodas, et que ton système de récompense était complètement câblé pour ce type de stimulation intense et immédiate. Et puis un jour, ton corps commence à changer, ton palais se transforme et soudain le sucre te dégoûte. Ce n'est pas que tu es malade, c'est que ton corps a évolué vers quelque chose de plus subtil, de plus nuancé. Mais dans cette phase de transition, tu ne sais pas encore quoi manger. Tu n'as plus envie de sucre, mais tu n'as pas encore développé le goût pour les saveurs plus délicates. Donc tu te retrouves dans ce no man's land où rien ne te satisfait. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Tu as dépassé les stimulations grossières, les émotions théâtrales, les connexions superficielles, mais tu n'as pas encore appris à apprécier ce qui vient après. Tu es entre deux mondes, et c'est pour ça que tout te semble vide. Ce n'est pas que le sens a disparu, c'est que l'ancien sens ne fonctionne plus et que le nouveau n'est pas encore apparu clairement. Cette phase est profondément déstabilisante parce qu'elle te retire toutes tes références habituelles. Les choses qui définissaient ta personnalité, qui te donnaient le sentiment d'être quelqu'un, qui te procuraient validation et identité, tout ça s'effondre lentement. Tu ne sais plus qui tu es sans ces attachements, sans ces désirs, sans ces peurs. Et c'est terrifiant. Parce que notre cerveau a besoin de se raccrocher à quelque chose, à une histoire, à une identité, à un projet. Mais maintenant, toutes ces histoires te semblent fragiles, arbitraires, presque ridicules. Tu vois comment ton ego a construit toute une mythologie autour de ta vie, comment il a transformé des événements banals en épopées personnelles, comment il a créé des ennemis et des héros là où il n'y avait que des gens ordinaires vivant leur vie. Et maintenant que tu vois ça, tu ne peux plus jouer le jeu avec la même conviction. C'est comme essayer de croire au Père Noël après avoir découvert que ce sont tes parents. Tu peux faire semblant, tu peux continuer à participer au rituel, mais la magie est cassée. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette période où tu découvres que la plupart de ce que tu appelais tes émotions profondes étaient en fait des réactions conditionnées, des scripts culturels que tu as intériorisés sans t'en rendre compte. Cette colère que tu ressentais quand quelqu'un ne te respectait pas, ce n'était pas vraiment ta colère. C'était la réponse automatique que la société t'a appris à avoir dans cette situation. Cette tristesse quand une relation se terminait, une partie était réelle, mais une grande partie était le deuil d'une image, d'un projet, d'une histoire que tu t'étais racontée sur ton avenir. Et maintenant que tu vois ces mécanismes, tu ne peux plus les vivre avec la même intensité aveugle. C'est comme si tu avais passé ta vie à jouer du piano en pensant que c'était toi qui créais la musique. Et soudain, tu te rends compte que tu ne faisais que suivre une partition écrite par d'autres, il y a longtemps, pour des raisons qui n'ont plus rien à voir avec qui tu es vraiment. Et dans cette prise de conscience, il y a une forme de liberté vertigineuse, parce que si tout ça était conditionné, si tout ça était construit, alors peut-être que tu as la possibilité de choisir autre chose. Peut-être que tu n'es pas obligé de continuer à réagir de la même manière, à désirer les mêmes choses, à avoir peur des mêmes situations. Mais cette liberté est aussi terrifiante parce qu'elle te met face à un vide de possibilités infinies et aucun guide pour naviguer dedans. Avant, tu avais le manuel, tu savais ce qu'il fallait faire, comment il fallait réagir, ce qu'il fallait vouloir. Maintenant, le manuel ne marche plus, et tu te retrouves à improviser dans un territoire inconnu, sans carte, sans boussole, juste avec cette lucidité nouvelle qui te montre ce qui ne fonctionne plus, mais qui ne te dit pas encore ce qui pourrait fonctionner à la place. Et là, dans ce vide, tu te retrouves face à face avec toi-même, avec ce qui reste quand on retire tous les costumes, tous les rôles, toutes les histoires. Et ce qui reste est souvent très silencieux, très simple, presque décevant. Tu découvres que tu n'es pas ce personnage fascinant que tu pensais être, avec son histoire unique et ses drames complexes. Tu es juste une conscience qui observe, qui ressent, qui existe, sans narration particulière. Et ça peut être vertigineux, parce qu'on t'a appris à te définir par tes réalisations, par tes relations, par tes émotions, par tes opinions. Mais maintenant,
Tout ça te semble secondaire, presque superficiel. Tu commences à toucher quelque chose de plus profond, quelque chose qui était là avant toutes ces constructions, et qui sera là après. Et c'est à la fois libérateur et terrifiant. Ce qui est paradoxal dans cette phase, c'est que plus tu t'approches de quelque chose d'authentique en toi, plus tu te sens seul. Parce que l'authenticité ne peut pas être partagée de la même manière que les rôles sociaux. Quand tu jouais un personnage, tu pouvais te connecter avec d'autres personnes qui jouaient des personnages compatibles. Vous aviez des conversations prévisibles, des dynamiques familières, des attentes mutuelles claires. Mais maintenant que tu as commencé à sortir de ton personnage, tu ne sais plus comment te relier aux autres, qui sont encore complètement identifiés aux leurs. Ce n'est pas du mépris, c'est juste une incompatibilité de fréquence. Vous ne vibrez plus sur la même longueur d'onde. Et ça crée cette sensation étrange d'être entouré de gens mais de ne pouvoir vraiment toucher personne. De parler mais de ne rien communiquer de ce qui compte vraiment. D'être vu mais de ne pas être reconnu pour ce que tu es en train de devenir. Et peut-être que la leçon la plus difficile de cette période, c'est d'accepter que cette solitude n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal, que tu es trop exigeant, trop différent, trop compliqué. C'est simplement l'espace naturel qui se crée quand tu passes d'un niveau de conscience à un autre. Les chenilles ne peuvent pas vraiment communiquer avec les papillons, même si elles sont de la même espèce. Il y a un gouffre d'expérience entre elles. Et toi, tu es dans le cocon, dans cette phase intermédiaire où tu n'es ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça que tu ne trouves personne qui comprend vraiment. Pas parce qu'il n'y a personne, mais parce que ceux qui sont passés par là sont déjà sortis du cocon et volent ailleurs. Et ceux qui n'y sont pas encore ne peuvent même pas concevoir ce que tu vis. Cette solitude que tu ressens, ce n'est pas de l'isolement. C'est le fait de ne plus pouvoir se fondre dans la masse, de ne plus pouvoir participer au consensus collectif sans sentir une sorte de dissonance interne. Tu vois les gens autour de toi qui continuent à vivre selon les mêmes patterns, les mêmes croyances, les mêmes peurs, et tu ne peux plus faire semblant que tu es comme eux. Non pas parce que tu es supérieur, mais simplement parce que tu as vu quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, ou qu'ils ont choisi de ne pas voir. Et cette vision crée une distance naturelle. Tu ne peux plus parler de la même manière, tu ne peux plus t'exciter pour les mêmes choses, tu ne peux plus te mettre en colère pour les mêmes raisons. Les conversations deviennent difficiles, parce que tu dois constamment traduire ce que tu ressens dans un langage qui fait sens pour les autres, mais qui ne capture jamais vraiment la profondeur de ce qui se passe en toi. Il y a aussi cette tentation, et c'est là qu'il faut être très vigilant, de transformer cette lucidité en supériorité, de commencer à regarder les autres de haut, de les juger pour leur inconscience, pour leur naïveté, pour leur attachement aux illusions. C'est un piège redoutable parce qu'il est très séduisant. Ton ego qui vient de perdre tous ses anciens territoires cherche désespérément à se reconstruire sur quelque chose, et la spiritualité, la conscience, la lucidité peuvent devenir ces nouveaux domaines de conquête. Tu peux commencer à te voir comme quelqu'un d'éveillé, de plus avancé, de plus profond que les autres. Et là, tu es retombé exactement dans le même jeu, juste avec de nouveaux costumes. L'ego spirituel est peut-être l'ego le plus dangereux parce qu'il se déguise en humilité, en sagesse, en détachement, alors qu'en réalité, il est juste une nouvelle version de la même soif de validation et de distinction. Ce que tu vis ne te rend pas meilleur. Ça te rend différent, ça change ta perception, mais ça ne te donne aucun droit de juger ceux qui vivent autrement. Parce que la conscience n'est pas un accomplissement, c'est un processus naturel qui arrive à des moments différents pour chacun, sans hiérarchie, sans mérite. Tu n'as pas choisi de passer par cette phase, elle t'est arrivée. Et d'autres passeront par là à leur tour, ou pas, et ça ne change rien à leur valeur en tant qu'êtres humains. La vraie maturité de cette transition, c'est de réaliser que tu n'as rien compris de fondamental, que tu as juste changé de perspective, et que cette perspective n'est ni la bonne ni la meilleure, elle est juste la tienne pour le moment. Le danger de ce processus, c'est de devenir dur, cynique, méprisant envers ceux qui vivent encore dans l'illusion que tu viens de quitter. C'est de perdre ta capacité à la compassion sous prétexte que tu vois maintenant à travers les jeux de l'ego. Mais voir à travers les jeux de l'ego ne te dispense pas de la tendresse, de la patience, de l'amour. Au contraire, ça devrait t'y ramener d'une manière plus profonde, plus stable, moins conditionnelle. Ce vide que tu traverses n'est pas une destination, c'est un passage. C'est l'espace entre deux façons d'exister. Tu as quitté l'ancienne maison, mais tu n'as pas encore trouvé la nouvelle. Et dans cet intervalle, tout semble flou, incertain, inconfortable. Mais c'est normal.
C'est comme quand tu déménages. Il y a toujours ce moment bizarre où tous tes meubles sont dans des cartons, où rien n'est à sa place, où tu ne sais plus vraiment où tu habites. Mais ce n'est pas permanent. Lentement, très lentement, quelque chose de nouveau commence à émerger. Une nouvelle manière d'être au monde, plus calme, plus stable, moins dépendante des stimulations externes. Tu commences à trouver une forme de paix dans le silence que tu prenais pour du vide. Tu commences à apprécier la simplicité que tu prenais pour de l'ennui. Tu commences à sentir une présence en toi qui n'a pas besoin d'être constamment validée, excitée, divertie pour exister. Les choses que tu aimais avant peuvent revenir, mais d'une manière différente, plus légère, moins obsessionnelle. Ou peut-être que de nouvelles choses apparaîtront, des choses que tu ne pouvais même pas concevoir avant, parce qu'elles demandent un niveau de subtilité que tu n'avais pas encore développé. La joie revient, mais ce n'est plus cette joie explosive et fragile qui dépendait de conditions externes. C'est quelque chose de plus discret, de plus profond, une sorte de contentement silencieux qui ne s'oppose plus à la tristesse ou à la douleur, mais qui les contient, qui les accueille comme des variations naturelles de l'expérience. Le plaisir revient aussi, mais ce n'est plus cette quête désespérée de sensations fortes. C'est une appréciation douce, presque méditative, des petites choses. La lumière du matin, le goût du café, le silence de la nuit, la présence d'un ami qui ne dit rien mais qui est là. Ce que tu découvres, lentement, c'est que le bonheur que tu cherchais n'était pas une émotion intense à atteindre et à maintenir. C'était cette capacité à être pleinement présent à ce qui est, sans résistance, sans fuite, sans besoin constant de transformer le réel en quelque chose de plus excitant ou de plus confortable. Et cette présence n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne produit pas d'histoire fascinante. C'est juste une manière d'être là, disponible, ouvert, sans agenda. Et dans cette disponibilité, la vie retrouve sa saveur, mais une saveur différente, plus authentique, moins filtrée par les attentes et les peurs de l'ego. Alors oui, tu traverses quelque chose de difficile. Oui, c'est déstabilisant, c'est solitaire, c'est parfois effrayant. Mais ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un effondrement, c'est une mue. Et comme toutes les mues, ça fait mal parce que tu dois laisser derrière toi une peau qui te définissait, qui te protégeait, qui te donnait une forme reconnaissable. Mais cette peau est devenue trop étroite. Elle t'étouffe. Et ton être profond le sait, même si ton ego résiste de toutes ses forces. Alors tu te retrouves dans cet entre-deux, ni l'ancienne personne, ni la nouvelle, juste cet espace brut, vulnérable, où tout est en suspens, et c'est inconfortable. Mais c'est aussi sacré, parce que c'est dans cet espace que la transformation réelle peut avoir lieu, loin des regards, loin des jugements, loin même de ta propre compréhension. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu n'as pas besoin de te guérir ou de te réparer parce que tu n'es pas cassé. Tu traverses simplement un processus qui est aussi naturel que la respiration, aussi inévitable que le changement des saisons. Et peut-être que la seule chose que tu as vraiment à faire, c'est de permettre à ce processus de se dérouler, sans résistance, sans culpabilité, sans urgence, juste être là, dans ce silence nouveau, dans ce vide apparent, et faire confiance au fait que quelque chose en toi sait où tu vas, même si ta conscience éveillée n'en a aucune idée. La vie te traverse, elle te transforme, elle te dépouille de ce qui n'était pas essentiel. Et ce qui reste, aussi petit et silencieux que ce soit, c'est peut-être la seule chose qui ait jamais été vraiment réelle en toi.